Bienvenue dans Tout bascule, le podcast où nous parlons des grands choix de notre époque. Aujourd'hui, nous plongeons dans le sommet de l'OTAN qui se tient à La Haye, aux Pays-Bas. Si ça ne dépendait que des chefs de l'OTAN, ce sommet remettrait en question notre sécurité sociale pour une course aux armements sans précédent. Nous allons parler de l'OTAN, de la folie de la norme de 5% et surtout de qui va payer la facture au final. Ensuite, j'aurai un invité très spécial pour ce numéro de Tout bascule, à savoir Maître Luc Walijn, avocat à la Cour pénale internationale de La Haye. Avec Maître Walijn, je parlerai du mandat d'arrêt de la Cour pénale contre Netanyahou, des déclarations de De Wever à ce sujet et de l'attaque de Donald Trump contre la Cour pénale internationale. Le monde bascule. Tout change rapidement et ça peut partir dans tous les sens. Nous avons besoin d'une nouvelle société par et pour les gens et qui ne soit pas guidée par la soif de profit. Je suis Peter Mertens, bienvenue dans Tout bascule. Quelle sera la position de la Belgique au sommet de l'OTAN la semaine prochaine ? Les pays de l'OTAN doivent discuter du budget qu'ils consacrent à leur défense. L'objectif est d'investir 5% du produit intérieur brut. Notre pays atteint péniblement 2% cette année, ce qui pèse déjà très lourd sur le budget de l'État. Le sommet de l'OTAN, ce n'est pas juste une petite réunion diplomatique, non. Des chefs d'État, des ministres des Affaires étrangères et de la Défense de 32 États membres se réunissent pour décider de milliards d'euros de dépenses de défense. Mais c'est quoi l'OTAN exactement ? L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est une alliance militaire fondée en 1949 avec 12 pays, dont la Belgique, les Pays-Bas, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. L'OTAN a été créée pendant la guerre froide comme un instrument militaire contre l'Union soviétique. L'Union soviétique n'existe plus depuis longtemps et pourtant, l'OTAN a continué d'exister en tant qu'alliance militaire. Elle s'est même élargie. Aujourd'hui, elle compte 32 États membres. L'OTAN organise régulièrement un sommet avec les dirigeants gouvernementaux et les ministres de ces États membres. Entre ce 24 et ce 26 juin, ils se réunissent à La Haye, aux Pays-Bas. Le gouvernement néerlandais démissionnaire a débloqué 95 millions d'euros pour organiser le sommet. Et la police néerlandaise parle de la plus grande opération de sécurité de son histoire et demande qu'aucun autre événement n'ait lieu ailleurs dans le pays pendant le sommet. C'est clair. Le sommet de l'OTAN n'est pas juste un rituel diplomatique de quelques ministres de la Défense, non. Des décisions sont prises sur des milliards d'euros, sur la direction que l'Europe doit prendre et surtout sur qui va payer la facture. Pendant le sommet de La Haye, je m'attends à ce que les dirigeants des pays alliés acceptent de dépenser 5% de leur PIB pour la défense. Ce sera un engagement de l'OTAN dans son ensemble et un moment décisif pour l'Alliance. Mark Rutte, le chef de l'OTAN, dit donc qu'il s'attend à ce que les 32 États membres de l'OTAN acceptent désormais de dépenser 5% de leur richesse nationale pour la défense. Une obligation, c'est ainsi qu'il l'appelle. Pourtant, ce n'est absolument pas le cas, ce n'est pas une obligation. J'en parlerai plus tard, mais il s'agit donc de milliards d'euros. L'OTAN veut que chaque pays dépense désormais 5% de son PIB en défense. Ce nouveau plan de dépenses pour la défense comporte 2 volets. 3,5% seront investis dans nos besoins militaires essentiels. Le reste servira à financer des investissements liés à la défense et à la sécurité, y compris les infrastructures et le renforcement des capacités industrielles. Ils vont donc diviser ces 5% en 2 parties. Une partie pour les dépenses militaires dures et une pour les infrastructures militaires et la cybersécurité. Les opinions divergent sur comment ça se fera. La Belgique, l'Espagne et le Royaume-Uni veulent diviser les 5% en 3% pour les dépenses militaires dures et 2% pour les infrastructures militaires. Mais la France, l'Italie et les Pays-Bas veulent diviser les 5% en 3,5% pour les armes et 1,5% pour les infrastructures. Il y aura sans doute aussi des discussions interminables autour des échéances pour réaliser ces objectifs. Mais quoi qu'il en soit, on parle ici de sommes colossales pour acheter plus de chars, plus d'avions, plus de munitions, plus d'infrastructures destinées à faire la guerre. Et ça va avoir un impact énorme sur nos pensions, notre système de santé, notre sécurité sociale.
J'en parlerai tout à l'heure. Mais d'abord, la question suivante. D'où vient ce chiffre de 5%? Eh bien, la réponse est simple. Ce chiffre vient de Donald Trump. On peut se poser la question, pourquoi Donald Trump veut ça? Bien sûr, parce que tout cet argent sera principalement dépensé pour acheter des armes et du matériel aux États-Unis, mais ce n'est pas la seule raison. Trump veut que les Européens dépensent 5% pour le militaire parce qu'il veut que les États-Unis puissent se concentrer sur la Chine. Selon Trump, c'est le véritable ennemi des États-Unis. Toute l'opération pour faire payer 5% aux États européens sert donc un grand objectif. Que les États-Unis puissent se concentrer sur leur ennemi principal, la Chine. C'est dit ouvertement. Écoutez, Pete Hegseth, c'est le ministre des Affaires étrangères de Trump. Nous croyons toujours que le A dans OTAN signifie Atlantique Nord, et que nos alliés européens devraient maximiser leur avantage stratégique sur le continent. Et grâce au président Trump, ils relèvent le défi. Et si nos alliés partagent le fardeau, nous pouvons augmenter notre attention sur l'Indo-Pacifique, qui est notre théâtre d'opération prioritaire. Voilà, c'est clair comme de l'eau de roche. Les Européens doivent payer plus pour que les États-Unis puissent se concentrer sur leur théâtre d'opération prioritaire, l'Indo-Pacifique. Cela signifie l'encerclement militaire de la Chine. Les États-Unis ont déjà des bases militaires au Japon, en Corée du Sud et aux Philippines. Ils patrouillent en mer de Chine méridionale. Ils ont des traités de coopération militaire avec l'Australie et l'Inde, et ainsi de suite. Et ils veulent augmenter la pression sur la Chine. Revenons au chef de l'OTAN, Mark Rutte. Il a parlé le 9 juin dernier devant un public sélectionné au Chatham House à Londres. Et donc cette prise de conscience profonde que notre sécurité, celle de l'Europe, du Canada et des États-Unis, est concrètement interconnectée, ne repose pas seulement sur des raisons historiques, mais sur des réalités très concrètes. Et cette idée est profondément ancrée dans la mentalité américaine. L'interconnexion est profondément ancrée, dit Rutte. Et oui, et la menace de Trump de s'emparer du Groenland, c'était pour rigoler peut-être. Et le vice-président J.D. Vance qui a humilié les Européens, c'était du théâtre. Les petites larmes des diplomates européens, elles n'étaient pas vraies. Et les guerres tarifaires de Trump contre l'Europe, pas 20%, pas 30%, pas 40%, mais bien 50% sur l'acier et l'aluminium, c'est ça la profonde interconnexion. Allô, monsieur Rutte? Et en même temps, ils ont d'autres choses à gérer, comme dans le Pacifique, au Moyen-Orient et parfois aussi en Afrique, ce qui est tout à fait logique. Tout à fait logique, dit Rutte. Tout à fait logique. Mais logique pourquoi? Et logique pour qui? Pourquoi ce serait logique que Trump s'immisce dans les affaires africaines? Pourquoi ce serait logique que Trump s'immisce dans la sale guerre au Congo, si ce n'est pour piller encore plus de minerais? Pourquoi on devrait trouver logique que Washington s'occupe de la production de nickel en Indonésie? Pourquoi ce serait logique que Trump veuille déterminer la politique de sécurité de l'Australie? Nous dépensons donc plus pour qu'il puisse se tourner davantage vers, par exemple, l'Indo-Pacifique, au fil du temps, étape par étape. Par exemple, vers l'Indo-Pacifique. C'est ce que dit Rutte. Nous devons dépenser des milliards de plus pour que les États-Unis puissent se tourner vers, par exemple, l'Indo-Pacifique. Non, monsieur Rutte, pas par exemple. Ce n'est pas un simple exemple. Au contraire, tout tourne autour de ça. Les Européens doivent dépenser des milliards en plus pour que les États-Unis puissent se concentrer sur leur propre agenda géopolitique, c'est-à-dire concentrer leurs forces contre la Chine dans l'Indo-Pacifique. L'OTAN est un instrument de la politique de domination américaine et c'est nous qui devons en payer le prix. Ce n'est pas tout. Ça va encore plus loin. Trump vient à peine de convaincre les Européens de cette norme folle de 5%. Et que font ensuite les États-Unis? Eh bien, ils vont dire partout dans le monde, regardez, les Européens dépensent 5% en armes. Maintenant, vous devez faire la même chose. Écoutez un peu Elbridge Colby. Ça, c'est le vice-ministre de la Défense des États-Unis. Un engagement très ferme de l'OTAN à atteindre l'objectif de 5% de dépenses militaires fixé par le président américain, c'est la nouvelle norme pour nos alliés à travers le monde, en particulier en Asie. Vous entendez ça? Le chiffre vient de POTUS, c'est-à-dire le président des États-Unis.
C'est Trump. Et il ne s'applique pas qu'aux pays de l'OTAN, non, ça devrait devenir la nouvelle norme pour tout le monde. Écoutez, la suite, c'est encore mieux. C'est difficile à croire que je dise ça, mais les alliés asiatiques devraient prendre exemple sur les pays européens. Les membres de l'OTAN s'engagent à consacrer 5% de leur PIB à la défense, même l'Allemagne. Ça n'aurait aucun sens que des pays européens fassent cet effort pendant que des alliés clés en Asie dépensent encore moins, alors qu'ils font face à une menace encore plus redoutable, sans même parler de la Corée du Nord. Hallucinant. Hallucinant. L'Europe est le nouvel exemple. Regardez l'Europe. Ils sont assez fous pour dépenser 5% de toute leur richesse pour le militaire. C'est là notre avenir. Maintenant, vous tous en Asie devez aussi dépenser 5% en armement. Les Philippines, les Australiens, les Néo-Zélandais, tout le monde doit maintenant dépenser 5% en armement. Trump utilise les Européens et les ministres et chefs d'État européens béni oui pour augmenter l'armement aussi en Asie. Et tout ce beau monde, il va acheter où ces armes? Eh oui, vous l'avez deviné, principalement à l'industrie américaine de l'armement. Profit, profit et encore profit. Hallucinant. On est en train de se faire rouler dans la farine. Et tout ça se passe sous nos yeux. On joue l'Europe contre l'Asie et l'Asie contre l'Europe. Et attention, Colby, donc le vice-ministre de la Défense des États-Unis, dit tout ça le 31 mai, c'est-à-dire un mois avant le sommet de l'OTAN à La Haye, c'est-à-dire un mois avant que la norme de 5% ne soit officiellement approuvée. Comment c'est possible? Toute cette logique de guerre froide contre la Chine ne nous apportera rien de bon. Au contraire, le coût de la norme Trump est gigantesque. Et là, on assiste à un pur moment de surréalisme à la belge. Trump, président de parti présent au gouvernement belge, déclare dans tous les journaux et à tous les JT qu'ils sont contre la norme de 5% imposée par Trump. Écoutez un peu ça. 5% pour la défense, c'est simplement de l'hystérie collective, dit Georges-Louis Pouchet, le président du MR. La norme de 5% est complètement folle, dit Bart de Wever, qui est toujours le vrai patron de la NVA. La norme de l'OTAN de 5% est ridicule, dit Conor Rousseau, le président de Vooruit, le parti socialiste au nord du pays. Voilà, ils sont tous fermement contre. On pourrait alors penser, c'est pas un débat difficile. Les ministres belges vont à La Haye avec un mandat clair. Pas un centime de plus pour l'armement. Encore plus d'argent pour les armes, c'est fou, c'est de l'hystérie collective et c'est ridicule. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux. Nous donnons donc à De Wever, le Premier ministre, à Franke, le ministre de la Défense, et à Prévost, le ministre des Affaires étrangères, un mandat pour plaider à La Haye contre toute nouvelle augmentation. Ce serait en plus super logique, vu l'état de notre pays. Parce que hier, la Belgique dépensait 1,3% de son PIB pour la défense. C'était hier. Et avec l'accord de Pâques que le gouvernement a passé en mars dernier, le Premier ministre De Wever a porté ça à 2%. Déjà une augmentation très sérieuse qui fixe le budget de la défense à 12,8 milliards d'euros par an. Eh bien, cette augmentation, notre gouvernement ne parvient pas à la financer. Je répète, il ne parvient déjà pas à la financer. Écoutez notre ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Nous devrons travailler avec flexibilité pour être sûr que ce ne soit pas trop compliqué. Maar nu spreekt men over 2032, wat 7 jaar. Nous ne savons même pas encore comment nous allons financer les 4 milliards supplémentaires pour cette année, afin d'atteindre les 2%. Nous devons donc rester attentifs et prudents. Voilà, le gouvernement n'arrive pas à financer le passage à 2%. Ils ont utilisé tous les tours de passe-passe, mais ils n'ont aucune idée de comment ils vont le faire. Ils ont donc du mal à atteindre 2%, mais ils parlent déjà de 3 ou 3,5%. Ça représente donc 10 milliards d'euros de plus qu'aujourd'hui. Ils ne sont même pas capables de finaliser un accord pour une taxe sur les plus-values qui rapporterait à peine un demi-milliard d'euros. Je répète, à peine un demi-milliard. C'est encore le chaos complet dans le gouvernement pour se mettre d'accord sur cette petite taxe.
Mais dépenser 20 fois plus, soit 10 milliards d'euros supplémentaires par an, ça ne poserait aucun problème. On aurait donc besoin de 20 taxes sur les plus-values pour payer ces dépenses militaires supplémentaires. Eh bien, je peux mettre ma main au feu, il n'y aura pas de taxes supplémentaires sur les plus-values. On ne fera pas payer les riches pour cette folie militaire. On cherchera l'argent ailleurs, et cet ailleurs, ce sera dans la sécurité sociale. Si notre gouvernement décide que nous devons aller à 3 ou 3,5% pour la défense, nous devrons dépenser chaque année 20 à 24 milliards d'euros en défense. Et je ne parle que de la défense dure, je ne parle pas ici de la norme Trump de 5%. 3%, c'est 20 milliards d'euros par an, soit 2 fois plus que ce que nous dépensons annuellement pour les allocations familiales. 3,5%, c'est 24 milliards par an, soit 8 fois plus ce que nous dépensons par an dans la justice. La même justice qui manque déjà de moyens, qui est à bout de force et où il pleut dans les tribunaux. Derrière le débat sur la norme de l'OTAN se joue un autre débat fondamental, celui sur l'avenir de notre sécurité sociale. C'est fondamental, ça va déterminer ce qui va arriver aux pensions, aux allocations familiales, à la protection sociale, un débat fondamental sur des milliards d'euros par an. Et pourtant, silence radio sur cette question. Débat intéressant. Vous sentez dans le silence de l'hémicycle que l'opposition touche quelque chose d'essentiel. Un impact si important sur le budget, une décision gigantesque sur les budgets de défense. Et y a-t-il un véritable débat de fond? La vérité est bien sûr que cela ne se décide pas à la Chambre. Pas même dans le gouvernement Arizona, mais au niveau de l'OTAN elle-même. Et là, vous devez montrer de la solidarité. Et de tout ce que nous entendons, il est clair qu'il y a un large consensus autour des 5%. Je suis curieux de savoir ce que le Premier ministre répondra. C'est intéressant. Que dit ce journaliste politique sur la télévision publique du nord du pays? 1. Il y a en fait très peu de débats sur la décision la plus importante des 10 prochaines années. À part le PTB, presque personne n'ouvre sa bouche. 2. Nous ne décidons pas ça nous-mêmes à la Chambre. Nous ne décidons même pas ça dans le gouvernement Arizona. Ça se décide ailleurs, à savoir au quartier général de l'OTAN. Et 3, il y a un consensus sur cette norme de 5%. Ce sont 3 choses que dit ce journaliste. Eh bien, rien de tout ça n'est correct. L'OTAN a été fondée en 1949. Ce n'est qu'un demi-siècle plus tard, lors du sommet de Riga en 2006, qu'on parle d'une soi-disant norme OTAN. Et c'est au sommet du Pays de Galles en 2014 qu'on précise que cette norme serait idéalement de 2%. Premièrement, cette norme est fondamentalement arbitraire. Il n'y a aucune raison rationnelle, militaire ou stratégique pour que les dépenses de défense d'un pays doivent être dans une proportion fixe par rapport au PIB. Parce que le PIB ne dit rien des besoins réels de sécurité d'un pays. Et ça, c'est aussi la raison pour laquelle on n'a pas parlé d'une telle norme pendant 50 ans. Deuxièmement, il n'existe aucun engagement juridiquement contraignant pour une telle norme. Aucun. La soi-disant norme de l'OTAN n'a aucun statut légal ni fondement dans un traité. On ne veut pas l'imposer juridiquement. La norme est un accord politique, pas une obligation juridique. Finalement, et c'est le point crucial de toute l'affaire, les mêmes politiciens qui crient aujourd'hui le plus fort qu'ils sont contre la norme de Trump de 5% ne font rien pour arrêter cette norme. Boucher, De Wever, Rousseau, vous savez, ceux pour qui la norme de 5% est de l'hystérie collective, de la folie ou ridicule, ils suivent aujourd'hui une autre stratégie. Ils font autre chose. Ils disent « on ne peut pas faire autrement. Il faut, on a préféré ne pas le faire. Mais il faut. Ce n'est pas nous qui faisons les règles. Dommage, mais bon, on n'a pas le choix. » C'est ça ce qu'ils disent. Et tout ça, c'est de l'enfumage. Parce qu'il y a bel et bien un choix. La norme de l'OTAN n'est pas un accord juridiquement contraignant. Les États membres de l'OTAN restent souverains sur leur politique de sécurité et de défense. Souverains, vous savez, ça veut dire qu'ils peuvent décider eux-mêmes, même s'ils sont membres de l'Alliance. Le Danemark, la Norvège, l'Espagne ont rejeté le déploiement d'armes nucléaires sur leur
territoire, malgré la pression de l'OTAN. La France, l'Allemagne et la Belgique se sont activement opposés à l'implication de l'OTAN dans la deuxième guerre du Golfe, malgré la forte pression des États-Unis et du Royaume-Uni. La Turquie, qui pour rappel est aussi membre de l'OTAN, a refusé l'entrée de troupes terrestres américaines sur son territoire. Voilà. Même au sein de l'OTAN, les États membres peuvent tracer leur propre voie, s'ils le veulent. C'est d'ailleurs dit explicitement dans le fameux rapport Harmel de 1967, adopté par l'OTAN. Et ce rapport stipule à l'article 7... En tant qu'État souverain, les alliés ne sont pas obligés de subordonner leur politique aux décisions prises collectivement. Voilà. Super clair. Il n'y a pas de normes obligatoires. Pas de « on n'a pas le choix », pas de « il faut le faire ». Rien de tout ça. Les pays peuvent choisir eux-mêmes ce qu'ils font. Ils sont autonomes dans ce qu'ils décident, même s'ils sont membres de l'OTAN. Si Rousseau, Boucher et De Wever pensaient vraiment que la norme de 5% de Trump est folle, que l'hystérie collective est ridicule, alors ils ont le droit, non, même le devoir d'aller défendre ce point de vue à La Haye. Et pas de se mettre à l'avance à plat ventre. Il y a encore un autre aspect dans ce refrain de « on ne peut pas faire autrement » qui est vraiment malhonnête. On fait comme si les pays de l'OTAN étaient de pauvres malheureux qui dépensaient des miettes pour la défense. C'est vraiment l'inverse. Les chiffres aujourd'hui déjà sont hallucinants, vraiment hallucinants. En 2024, les 32 pays de l'OTAN ont dépensé ensemble 1275 milliards de dollars en armement. Si lors du sommet de l'OTAN à La Haye, on décide que c'est 5%, alors les pays de l'OTAN ne dépenseront plus 1275 milliards de dollars en armement, mais bien 2758 milliards de dollars. Donc le double. C'est plus que tous les pays du monde. Donc pas seulement l'OTAN, mais aussi la Chine, la Russie, l'Inde, Israël, le Japon, l'Arabie saoudite, etc. dépensent aujourd'hui en armement. Je vais répéter ça. Si Trump obtient ce qu'il veut, le 5%, alors les 32 pays de l'OTAN dépenseront bientôt plus en défense que le monde entier ne fait aujourd'hui. Actuellement, les pays de l'OTAN dépensent déjà 12 fois plus que la Russie et 4,5 fois plus que la Chine. C'est la situation aujourd'hui, avant l'augmentation à 5%. Si l'OTAN passait à 5%, on ne dépenserait pas 12 fois plus que la Russie, mais 20 fois plus. On appellera ça de la sécurité, bien sûr, mais ce sera désormais sans sécurité sociale. Officiellement, l'OTAN dit qu'elle veut résoudre les conflits internationaux de manière pacifique. Mais en pratique, c'est une machine qui alimente l'industrie militaire, qui sacrifie la sécurité sociale pour les chars et les missiles et qui entraîne nos pays dans une nouvelle guerre froide contre la Chine. L'OTAN est l'alliance militaire la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Elle est même plus puissante que l'Empire romain et plus puissante que l'Empire napoléonien. Nous sommes l'alliance de défense la plus puissante jamais vue dans l'histoire du monde. Oh, c'est ce que dit Mark Rutte, président de l'OTAN. Wow. L'OTAN est l'alliance de défense la plus puissante de l'histoire du monde, comme l'Empire romain et comme l'Empire de Napoléon. Ces exemples de Rutte sont vraiment parlants. Parce que l'Empire romain, vous savez, n'était pas du tout une alliance de défense. L'Empire romain était une puissance impériale avec une logique claire de conquête, de soumission et de centralisation. Chaque expansion était destinée à renforcer le centre, c'est-à-dire Rome. Ce n'est pas différent avec l'OTAN aujourd'hui. Et Napoléon, lui non plus, il n'opérait pas en tant que chef d'une coalition défensive. Au contraire, il s'est couronné lui-même empereur d'un empire expansionniste avec des États satellites, des dictats économiques et des campagnes militaires jusqu'à Moscou. Selon Rutte, l'OTAN est plus puissant que l'empire de Napoléon et plus puissante que tout l'empire romain. Mais si tout ça est vrai, avec un OTAN qui dépense déjà 1275 milliards de dollars par an en armement, pourquoi il faudrait dépenser encore plus ? Pourquoi on devrait alors dépenser 2 fois plus chaque année? Pourquoi on devrait
démanteler les systèmes de pension et de sécurité sociale pour atteindre ces 5%. Rutte donne la réponse entre les lignes. C'est parce que l'OTAN n'est pas du tout une alliance de défense, mais bien un instrument de domination mondiale comme l'Empire romain. L'OTAN est une machine de guerre. On ne lui doit rien. Il n'y a aucune raison pour qu'on doive sacrifier notre sécurité sociale pour leur guerre. Faites entendre votre voix. Le dimanche 22 juin, à la manifestation pour la paix à La Haye, ou le lundi 23 et mardi 24 juin pour le Forum international pour la paix à Bruxelles, allons-y et faisons entendre notre voix pour la paix. Mon invité du jour est Maître Luc Wallin, avocat à la Cour pénale internationale. Vous savez, la Cour pénale internationale, c'est celle qui a lancé un mandat d'arrêt contre Netanyahou pour crime de guerre. Ce même mandat d'arrêt que le Premier ministre belge Bart De Wever a dit qu'il ne pourrait peut-être pas appliquer. Et pendant ce temps, le président américain Trump a aussi lancé une attaque contre cette Cour pénale et essaye de bloquer ses comptes bancaires. Donc, beaucoup de choses à discuter avec Luc Wallin. Bienvenue, Luc. Merci. Luc, vous êtes avocat au barreau de Bruxelles. Vous étiez président d'Avocats sans frontières et depuis plus de 50 ans, une voix incontournable dans la lutte pour la justice. Et une journaliste radio vous a récemment qualifié dans son émission de avocat des droits humains le plus reconnu de notre pays. Donc Luc, pour commencer, vous êtes avocat à la Cour pénale internationale. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer c'est quoi en fait la Cour pénale internationale? Bien, c'est une cour pénale, hein, donc c'est une cour qui poursuit des criminels et qui prononce des peines, qui a été créée en 1998 à Rome, dans la foulée d'une renaissance en quelque sorte de la justice internationale avec la création des tribunaux ad hoc, comme on dit, les tribunaux des Nations Unies pour l'ex-Yougoslavie et à Arusha pour le Rwanda. Donc pendant des décennies, il n'y avait rien qui s'était passé pendant la période de guerre froide, mais on a renoué en fait avec ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale à Nuremberg et à Tokyo. Et on a voulu créer un tribunal qui ne réagit pas du tac au tac selon les conflits précis, mais qui est une instance permanente pour juger de tels crimes. Et donc ça a été créé par des États qui étaient volontaires. Il y a maintenant 125 pays qui ont adhéré à ce qu'on appelle le statut de Rome, donc la convention sur la Cour pénale. Et cette Cour est compétente pour juger des personnes qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide ou des crimes d'agression, commis soit par des ressortissants de ces États partis, soit sur le territoire de ces États partis. Et donc c'est aussi comme ça que, par exemple, dans le cas de la guerre et des meurtres d'Israël contre Gaza, cette cour a prononcé ce mandat d'arrêt contre Netanyahou. Oui, donc Israël n'est pas parti à la cour, mais la Palestine a été reconnue comme État par l'Assemblée générale des Nations unies et ensuite aussi par l'Assemblée des parties de la Cour pénale, et donc la Palestine a adhéré à son tour à cette convention, ce qui a créé la compétence pour juger des Palestiniens qui commettent des crimes en Israël, par exemple. C'est le cas pour les mandats d'arrêt qui ont été délivrés contre des responsables d'Hamas, mais aussi pour des étrangers, israéliens en l'occurrence, qui commettent des crimes sur le territoire de la Palestine, c'est-à-dire Gaza, Cisjordanie et Jérusalem-Est. Mais donc il y a un mandat d'arrêt contre Netanyahou, et donc je me rappelle que quand ça a été prononcé, le Premier ministre belge Bart De Wever, il a annoncé qu'il pourrait peut-être ne pas appliquer ce mandat d'arrêt. Est-ce que c'est possible qu'un État décide de ne pas appliquer ce genre de mandat d'arrêt? Je pense que le Premier a entre-temps compris que ce n'est pas à lui de décider ça, mais que c'est à la justice de décider, parce qu'en Belgique, il y a un cadre légal.
Et donc, la collaboration avec la Cour, comme la collaboration avec d'autres pays européens dans le cadre du mandat européen, ne passe pas par le gouvernement. Il ne faut pas demander une autorisation du gouvernement. C'est le parquet fédéral qui est saisi par le procureur de la Cour, c'est le parquet fédéral qui procède à une arrestation, c'est une chambre du conseil du tribunal qui confirme qu'effectivement les conditions sont réunies pour un transfert à La Haye, et tout ça peut se faire sans aucune intervention politique, doit se faire sans aucune intervention politique. Donc en principe, les États ou les gouvernements ne peuvent pas intervenir dans ces processus? Ça dépend des pays, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas introduit ces règles dans leur propre législation. C'est même un argument que Orbán a invoqué pour dire, oui, mais nous, moi je ne suis pas obligé parce que nous avons signé la Convention de Rome, mais pas encore pris de législation interne pour l'exécuter. Enfin, ils ont eu la décence quand même pour dire, bon, on va arrêter tout à fait notre partenariat avec la Cour. Mais en Belgique, en France, etc., tout ça depuis longtemps a été légalement structuré. Entre-temps, cette Cour pénale internationale est aussi dans la ligne de mire du président Trump. Donc, qu'est-ce que lui, il a décidé exactement? Parce qu'il a créé des sanctions contre les collaborateurs et collaboratrices de la Cour. Comment c'est possible? Comment ça marche? Il a d'abord créé un cadre légal. Normalement, ce n'est pas son rôle, mais ce serait le rôle du Congrès. Mais le Congrès a aussi, entre-temps, adopté une proposition de loi qui va dans le même sens et qui doit encore être confirmé par le Sénat, mais il a pris, comme il a l'habitude de faire, avec un décret présidentiel d'urgence, il outrepasse en fait ses compétences. Et donc d'abord, il a créé en janvier déjà un cadre international qui donne la possibilité au gouvernement de prendre des sanctions contre des personnes qui collaborent à des poursuites contre des ressortissants américains ou des nationaux de pays amis. Et puis, il a, en vertu de son propre décret, pris des sanctions précises contre d'abord le procureur de la Cour et dans un deuxième temps aussi contre des juges de la Chambre qui a délivré ces mandats d'arrêt et aussi un juge qui a été dans la Chambre qui avait autorisé simplement une enquête sur des crimes commis en Afghanistan. Mais si j'ai bien lu dans la presse, je ne sais pas si c'est vrai, mais il parlait sur des comptes qui sont bloqués pour les collaborateurs et même pour le procureur, que ces comptes seraient bloqués par les États-Unis. Est-ce que c'est vrai? C'est exact. Donc les comptes du procureur en Grande-Bretagne ont été bloqués. Il y a des interdictions d'entrée, donc des refus de visa, mais même si on a un visa, des interdictions d'entrée sur le territoire des États-Unis contre ces juges et contre le procureur. Les sanctions les plus importantes concernent le gel de biens qu'on a soit sur le territoire des États-Unis, soit auprès d'institutions financières qui sont soumises à la législation américaine. Mais beaucoup d'institutions financières internationales, évidemment, doivent tenir compte des sanctions prononcées par les États-Unis et les respecter. Mais en soi, c'est quand même énorme. C'est quand même pas quotidien qu'un État comme les États-Unis prend des telles sanctions. Est-ce que tu as jamais... C'est un premier ou... Ce n'est pas la première fois, mais c'est bien le seul État qui a fait ça jusqu'à présent. C'est aussi l'État le plus puissant, évidemment. Mais donc, déjà, au début de l'entrée en vigueur du statut de Rome, il y a eu ce qu'on appelait finalement le Hague Invasion Act. C'était à l'époque de George Bush, où on a voté une loi pour protéger des militaires américains principalement qui feraient l'objet de poursuites ou d'arrestations. On a dit la loi d'invasion à La Haye parce que ça permettait théoriquement d'envoyer des paracommandos aux Pays-Bas pour libérer quelqu'un qui aurait été arrêté par la Cour pénale. Lors de son premier mandat, Trump avait aussi déjà pris des mesures comparables et il a fait voter aussi une loi dans ce sens qui a été supprimée par Biden et qui est réinstaurée maintenant par ce décret. Mais ces actions d'aujourd'hui contre ce cour pénal international, est-ce que
il y a une possibilité que ça a aussi à voir avec la question de protéger Netanyahou comme partenaire des États-Unis, ou il n'y a pas de lien entre les deux? Oui, le lien est évident. Donc, c'est suite à ces mandats d'arrêt que ces sanctions, notamment les sanctions contre les juges, ont été prises, contre Khan parce qu'il avait demandé ces mandats, et ces décisions ont été justifiées par le président Trump sur cette base. Donc oui, ça peut avoir évidemment un certain intérêt. Ça n'empêche pas que si par exemple Netanyahou se mettait en tête de venir faire des courses à Bruxelles, qu'il puisse être arrêté, mais ça constitue potentiellement un handicap sérieux pour le fonctionnement de la Cour. Ce serait encore plus le cas si dans un deuxième temps on prend aussi jusqu'à présent on n'a pas encore osé faire ça, de geler aussi les comptes de la Cour elle-même, mais ça vise aussi toutes les personnes et instances américaines qui collaborent avec la Cour, ce qui est un grand problème pour des organisations comme Human Rights Watch, etc., qui sont établies aux États-Unis ou qui ont une section aux États-Unis et qui potentiellement pourraient faire l'objet non seulement de sanctions comme les étrangers, mais même de poursuites pénales. Mais si on entend tout ça, Luc, et si on entend aussi donc cet autre tribunal, la Cour internationale de justice, qui a exigé qu'Israël prenne toutes les mesures possibles pour éviter un génocide à Gaza, mais maintenant on est 1 an et demi plus tard et l'horreur continue. Il y a peut-être un sentiment que le droit international souffle et que le droit international est sous l'attaque et peut-être mène à sa fin. Sous l'attaque certainement, sous la fin certainement non. Le droit international a connu des crises chaque fois que le monde a connu des crises graves. Donc on a eu par exemple aussi, avant la Cour internationale de justice, il y avait une Cour permanente de justice entre les deux guerres qui a sombré quand l'Allemagne l'a quitté et quand la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Mais ce n'est pas la fin du droit international et même pas de la justice internationale. Pour revenir à la Cour de justice, cette Cour n'a pas été créée par des États, c'est une Cour des Nations Unies, c'est la Cour des Nations Unies en tant qu'institution, mais qui normalement fonctionne surtout comme une sorte de chambre d'arbitrage entre des États qui ont des problèmes qui soumettent à la Cour, ou bien de donner des interprétations à des conventions, internationales. Et c'est ainsi que, par exemple, l'Afrique du Sud et l'Ukraine avant a utilisé la Convention de génocide pour demander à la Cour de prendre des mesures, d'interpréter cette convention et de prendre des mesures en exécution de cette convention, ce qui a été fait. Et ça, c'est assez nouveau. Donc, c'est un rôle un peu nouveau qu'a assumé la Cour grâce au fait que certains États ont pris les choses en main et ont introduit ces procédures. C'est aussi symbolique que, justement, c'était l'Afrique du Sud qui a commencé ce cas et c'est un peu regret que cette décision était là. Mais de l'autre côté, il y a quelque part aussi le problème, comment alors on va arriver à ce que ces conclusions seraient respectées? Oui, donc les mesures qui ont été prises dans le cadre de cette convention sur le génocide lie essentiellement les parties. Donc, on n'a pas ordonné des mesures à d'autres États. Par contre, il y a aussi un avis qui a été demandé par les Nations Unies, l'Assemblée générale, sur l'occupation des territoires israéliens, où là, la Cour a souligné que les autres États aussi ont des responsabilités pour faire ce qui est dans leurs moyens pour faire en sorte que ces occupations prennent fin. Donc là, c'est une décision qui devrait influencer la politique des autres États.
qui en partie joue dans les discussions politiques en interne, mais qui n'a pas évidemment d'exécution directe parce que l'instance qui devrait vraiment faire appliquer sa décision, la police en quelque sorte, c'est le Conseil de sécurité, et celle-là est souvent bloquée par des vétos s'il s'agit d'une question qui tient à cœur des États-Unis ou la Russie. Donc il y a un droit de veto, mais donc comment alors on peut arrêter un État comme Israël à finir avec l'horreur? Est-ce que quelque part aussi il y a l'inspiration à prendre dans l'Afrique du Sud, la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud dans les années 80 ou... Oui, on peut s'en inspirer. Donc le fait qu'il y a eu un boycott international contre l'Afrique du Sud a certainement poussé le gouvernement sud-africain à chercher un accord avec la population noire et ses représentants. Il faut dire quand même aussi que le régime d'apartheid n'avait pas le soutien qu'Israël a aujourd'hui. Donc, des États-Unis. Avait un soutien aux États-Unis, mais même aux États-Unis, c'était pas, il n'y avait pas d'unanimité pour soutenir le régime d'apartheid. Il y avait quand même aussi la communauté noire des États-Unis. Et en Europe, par exemple, ce régime n'avait que très peu de soutien auprès de l'extrême droite, etc. Alors qu'Israël, c'est plus difficile d'obtenir une unité des autres États contre Israël. C'est en train de se mettre en place à fur et à mesure, malheureusement que les crimes commis sont de plus en plus graves et les conséquences de plus en plus importantes. Même récemment, le risque maintenant qu'il y a vraiment un conflit encore beaucoup plus large qui implique d'autres pays. On ne sait pas où ça va aller et quand. Donc moi j'ai confiance que ça ne peut pas durer éternellement, mais ça peut encore durer évidemment un certain temps. Mais Luc, si tu entends tout ça, tu fais maintenant... Tu es là pour te battre pour la justice, mais qu'est-ce qui te permet de tenir le coup? Je pense que c'est passionnant de faire ce genre de choses, de mener ce genre de procès, que ce soit au niveau de la Belgique ou au niveau de la Cour pénale. Ce qui donne beaucoup de satisfaction quand même, c'est qu'on travaille avec des gens qui ont été victimes des pires horreurs et que tu peux aider pour qui un tel procès peut réellement changer leur vie. Le fait que leur lutte qui dure depuis parfois des dizaines d'années soit couronnée de succès, que la vérité est établie, qu'ils sont reconnus comme victimes, parce que ça aussi, et qu'il y a une justice qui se fait, est importante même après 10, 20 ans, 40 ans. Et donc même au niveau belge, bon, on a quand même eu quelques dossiers où des instructions qui parfois durent 10, 20 ans aboutissent quand même à des procédures en cour d'assises et des succès. Il y a eu le procès Rwanda, il y a eu le procès Guatemala à Louvain, où nous avons obtenu une condamnation des anciens dictateurs de Guatemala pour l'assassinat de prêtres scutistes belges. Mais au-delà, évidemment, aussi toute une communauté qui était aidée par ces personnes et qui sont toujours aux yeux de cette communauté des héros locaux. Il y a eu des procès aussi, en tout cas des poursuites et des arrestations pour des Belges ou des réfugiés qui sont venus ici pour des crimes au Sierra Leone et au Libéria. La dernière question, je vais te citer d'abord parce que tu as écrit un livre, Des droits sans frontières, et là tu écris, je cite, « J'ai regardé les auteurs des pires crimes dans les yeux. Je me suis souvent senti impuissant face à la souffrance des victimes.
J'ai admiré leur courage et leur persévérance. Je me suis engagé à leur rendre justice. Notamment sur cette attitude-là, quel message tu veux envoyer aux étudiants qui se lancent aujourd'hui dans des études de droit? Avec quelles attitudes ils pourraient s'engager dans l'avocature? Mais la mission importante de l'avocature est effectivement de faire respecter les droits des gens, et notamment des gens les plus faibles. Et oui, en Belgique, ce sont les travailleurs, ce sont les réfugiés, ce sont des étrangers. Au niveau international, ce sont notamment les victimes de ces crimes internationaux. Donc, le faisant, on fait en quelque sorte la plus belle chose qu'on peut faire dans ce métier-là. En tout cas, ça m'a toujours intéressé davantage que des affaires fiscales ou des affaires économiques. Et pour des jeunes, mais je pense, je sais qu'il y a aussi des jeunes avocats et des étudiants pour qui, effectivement, une profession qui part dans cette direction est vraiment recherchée et appréciée. Hein. Ok, Luc, merci. L'avocature comme engagement humain, merci beaucoup pour avoir parlé avec moi sur ça. C'était un plaisir, merci. Merci. Voilà, c'était Tout bascule. On a parlé avec maître Luc Wallin de l'attaque insensée de Donald Trump contre le droit international. On a parlé de l'OTAN comme empire, de comment notre sécurité sociale est utilisée comme monnaie d'échange, et de ce gouvernement qui dit on est contre, mais qui dans les faits courbe les chines. L'OTAN compte sur notre obéissance. Nous, on compte sur notre force collective. Abonnez-vous. Partagez cet épisode et peut-être qu'on se croisera au contre-sommet à La Haye. Cet épisode a été réalisé avec la collaboration de Gilles Feerts, Ruben Rambour et Stéphane Van Parijs. Un grand merci également à toute l'équipe de Facto et à Livia Lumia et Benjamin Bestiaux pour la version française. Ceci est un podcast Facto, un média marxiste créé par le PTB. Si vous vous demandez comment le monde fonctionne vraiment, suivez Facto sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur votre plateforme de podcast préférée. Abonnez-vous à notre canal WhatsApp pour recevoir tous les derniers épisodes en exclusivité. Facto. Comprendre le monde pour le changer.